Et puis on va enchaîner du coup avec le docteur Pierre Laboudi qui nous vient de la clinique de Mérignac à Bordeaux, après avoir fait sa formation à Paris, bien entendu, mais également au Canada, et qui va nous parler de cette pathologie, on va dire, douloureuse de la hanche chez le sujet jeune, qui parfois nous fait un peu des nœuds au cerveau, et il va nous expliquer comment rendre les choses beaucoup plus faciles. Donc moi je suis chirurgien, comme a dit Alexandre, à la clinique du sport à Mérignac. J'étais l'interne d'Alexandre à Cochin à Paris, où après j'ai été chef de clinique aussi. Et moi je vais vous parler d'un petit peu ma passion, qui est la chirurgie non prothétique ou conservatrice de la hanche. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas avant, c'est pourquoi il y avait autant d'arthrose de hanche. On met des prothèses de hanche beaucoup depuis des années à beaucoup de personnes. Et avant on pensait que c'était idiopathique, que l'arthrose n'avait pas de cause. Mais aujourd'hui, en fait, on sait qu'il y a deux grandes causes à l'arthrose de hanche et on peut les opérer avant qu'il y ait de l'arthrose. Donc juste un bref rappel anatomique. La hanche, c'est l'articulation coxo-fémorale entre la tête fémorale et l'acétabulum, entourée du labrum, de la capsule articulaire, et ensuite il y a tout un environnement musculaire, le psoas, les rotateurs externes, les fessiers, qui vont jouer un rôle et qui vont être surtout perturbés s'il y a des modifications anatomiques importantes. Cependant, la hanche, elle évolue dans un environnement anatomique qui est plus complexe, dans lequel toute l'élitorsion du membre inférieur, c'est-à-dire l'antéversion du fémur, mais aussi aujourd'hui on sait la torsion tibiale externe, vont avoir un impact. Et on sait que s'il y a une hyperantéversion du col fémoral, on aura une tendance à une instabilité antérieure, alors qu'à l'inverse, une rétroversion du col fémoral aura tendance à favoriser les conflits, parce qu'il y aura un contact précoce en flexion de hanche. Cependant, c'est plus complexe. Il y a la relation avec le rachis qui va rentrer en jeu, d'autres facteurs plus ou moins dynamiques, et ce qui fait que l'évaluation de l'hanche du sujet jeune est assez complexe, mais très intéressante. Un rappel un peu de radiologie, juste. Je vous rappelle qu'une radiographie du bassin de face, il faut qu'elle soit bien de face. Les foramen obturateurs doivent être bien symétriques. Et ensuite, on va pouvoir mesurer différents angles, l'angle de couverture externe, le VCE en français, qui va être diminué dans les dysplasies acétabulaires, augmenté au contraire dans les conflits qu'on appelle par pince, l'angle de Tonis ou l'angle HTE en français, qui va mesurer en fait la verticalité du toit de l'acétabulum par rapport au bassin, qui va être augmenté dans les dysplasies. Mais il y a d'autres indices qui sont très intéressants à mesurer, parce qu'aujourd'hui, on sait que les dysplasies acétabulaires, elles sont plus complexes que ce qu'on pensait avant, et il y a des dysplasies acétabulaires antérieures ou postérieures au niveau de l'acétabulum, et donc il y a des indices de murs antérieurs et postérieurs qui sont intéressants de mesurer. Et enfin, la rétroversion acétabulaire, très important à mesurer chez un patient jeune qui a des douleurs de hanche. Pourquoi ? Parce que la rétroversion acétabulaire va en fait entraîner des signes de conflit de hanche, c'est-à-dire des douleurs en flexion, une flexion qui est limitée, mais également des signes d'instabilité de hanche postérieure. Donc il faut bien analyser sur les radios ces trois signes. Le signe du croisement, quand on a je peux pas mettre le pointeur. Quand on a les deux murs qui se touchent, qui se croisent, le signe de la paroi postérieure ou le centre de tête. Ah oui. C'est là. Voilà, le signe de la paroi postérieure ou le centre de tête est en dehors de la paroi postérieure. Ça veut dire que la tête est découverte en postérieur. Et le signe de l'épinis sciatique, on voit bien l'épinis sciatique, ça veut dire que tout l'hémibassin est en fait tourné en rotation externe. Il faudra y ajouter un scanner. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plus de la moitié des patients qui viennent en consultation pour des douleurs de hanche chez des patients jeunes qui n'ont pas d'arthrose, il y a plus de 50% des patients qui ont un trouble de l'antéversion du col fémoral. Donc c'est très important de mesurer cette antéversion avec un scanner qui va descendre jusqu'au genou. Et on peut aussi mesurer la torsion du tibia parce qu'il peut y avoir une influence. Enfin, avec certains logiciels, on va pouvoir mesurer le degré de couverture acétabulaire, le degré de couverture de la tête fémorale par l'acétabulum. Et ça, on avait fait une étude quand j'étais au Canada où on avait montré que le scanner était plus précis que la radio. Et ce degré de couverture est très important à la fois pour le diagnostic de la dysplasie, mais aussi pour l'analyse de la correction post-opératoire. Il est directement lié à l'amélioration des scores fonctionnels. Et finalement, le problème de la hanche non arthrosique, c'est que ces patients-là, qui ont notamment des conflits de hanche, ils ont une majorité de douleurs inguinales, on voit 88%, mais pas que. Ils peuvent avoir des douleurs dans la fesse, dans la cuisse, dans le bas du dos. Et donc parfois, quand il y a des anomalies qui sont peu parlantes à la radio,
un patient qui est symptomatique, ça peut être un dilemme diagnostique. C'est pour ça que dans la hanche conservatrice, le test anesthésique de hanche est un test qui, pour moi, est très important. Donc finalement, il va y avoir un continuum entre les deux grandes pathologies chez ces patients jeunes, entre le conflit de hanche et la dysplasie ou instabilité de hanche, comme on dit aujourd'hui. Donc le conflit de hanche, c'est un contact anormal entre la tête fémorale, le col fémoral et le pelvis, mais dans les limites physiologiques d'un individu. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une anatomie de conflit de hanche, si vous ne faites pas d'activité sportive en flexion, ben vous pouvez ne pas développer de symptômes. Alors que si vous êtes ce gardien de hockey, vous passez tous vos matchs en flexion, rotation interne, même une petite cam va entraîner beaucoup de symptômes. Le conflit par cam, c'est une aspéricité de la jonction tête-col qui va venir à chaque flexion délaminer la jonction entre le labrum et le cartilage. On voit ici, quand on fait une arthroscopie de hanche, en fait, quand on rentre au niveau de la hanche et qu'on voit ce clapet de cartilage qui est soulevé à la jonction avec le labrum, c'est ce qu'on appelle une lésion outside-in. Donc c'est la bosse qui vient faire cette lésion au niveau du cartilage. Et donc c'est comme ça que le conflit de hanche, petit à petit, fait de l'arthrose. A l'inverse, le conflit par pince, il y a un petit peu trop de couverture osseuse au niveau de l'acétabulum. Et là, ce qu'on va retrouver, en fait, c'est le labrum qui est ici, qui va être coincé entre le col fémoral et l'acétabulum, et qui va devenir inflammatoire et rouge, et qui petit à petit va en fait s'ossifier. Et la pince, en fait, on la voit, elle va progresser et devenir de plus en plus couvrante. Donc ça, c'est les deux types de conflits qu'on voit. Le diagnostic, en clinique, souvent, c'est des jeunes hommes sportifs qui ont des douleurs plutôt inguinales, mais on a vu, elles peuvent être ailleurs. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont souvent des douleurs en flexion prolongée. Ils peuvent vous dire que quand ils sont assis en voiture pendant longtemps, ils ont besoin de se dégourdir les jambes parce qu'ils ont trop de douleurs en flexion. Ils peuvent avoir des douleurs de sacro-iliaque. Pourquoi ? Parce que quand ça va rentrer en conflit en avant au niveau de la hanche, la sacro-iliaque va avoir tendance à bouger un peu plus. Et souvent, ils ont des douleurs postérieures aussi, mais qui ne sont que la conséquence. Les symptômes du labrum, c'est un peu les mêmes qu'au niveau du ménisque. Donc on va chercher des claquements, des craquements, des blocages. Et ensuite, au niveau de l'examen physique, il y a deux tests qui sont importants. Le test de Fadir, que je vous rappelle, c'est flexion, adduction, rotation interne. Ça, c'est un test qui est qualitatif. On va juste rechercher une douleur. Et ça nous oriente juste vers une douleur de hanche. Mais ça ne va pas nous dire que c'est un conflit de hanche, parce que toutes les causes de douleur de hanche, il va avoir des douleurs en Fadir. Par contre, ce qui va nous orienter, c'est le fait qu'en flexion, quand vous vous fléchissez à 90 degrés, vous allez avoir une perte de la rotation interne, parce qu'il va y avoir un contact prématuré entre le col et l'acétabulum. Et c'est comme ça qu'on diagnostique le conflit de hanche. Les radios, c'est assez simple. On fait une radio du bassin de face et surtout des profils de Dunn où on va rechercher donc cette came ici, la came fémorale qui est là, qui est une aspéricité de la jonction tête-col. Il faudra faire, en tout cas moi je fais toujours un scanner 3D qui permet d'avoir une meilleure vision de l'endroit de la came, et ça c'est surtout pour les chirurgiens quand on planifie l'opération. Pourquoi on s'intéresse au conflit de hanche ? Parce que ça fait une arthrose précoce, ça a été démontré, et on sait que plus la lésion est importante, plus la came est volumineuse, plus l'usure est rapide. Donc le traitement du conflit de hanche, il y a eu des études de niveau 1 qui ont été faites entre le traitement conservateur et le traitement chirurgical, et globalement les études montrent que la chirurgie donne de meilleurs résultats avec une amélioration des scores fonctionnels qui est plus importante, même si la rééducation isolée et les infiltrations peuvent améliorer, mais de manière significativement moins importante que la chirurgie. Donc en chirurgie, on va faire quoi ? S'il y a trop d'os au niveau de l'acétabulum, une pince, on peut faire une acétabuloplastie. Donc on va enlever un petit peu d'os à cet endroit-là. Et on peut réparer le labrum un petit peu comme on répare une lésion de Bankart au niveau de l'épaule. On va mettre des encres sur le pourtour acétabulaire, on va passer le labrum dedans. Mais le plus important, c'est de faire la fémoroplastie. Le plus souvent, le conflit, c'est un conflit par came. Et en fait, on va venir, sous arthroscopie, venir réséquer cette bosse pour essayer de rendre au niveau de la jonction tête-col une concavité. On voit ici avant-après. Vous voyez, ce patient avant-après, une concavité qui permet de redonner de la flexion et de la rotation interne. Quels sont les résultats de cette chirurgie ? Bon, il y a beaucoup de papiers. Moi, je vous ai sorti un papier que j'avais fait quand j'étais au Canada, où on avait retrouvé qu'à 10 ans de recul, il y avait 90% des hanches qui n'avaient pas de prothèse de hanche, donc une survie de 90% à 10 ans, avec une amélioration de tous les scores fonctionnels, quelle que soit la technique chirurgicale
qui était faite. Pour ce qui est du retour au sport, je vous ai sorti la dernière méta-analyse qui est ici, avec 1400 hanches. Il faut savoir qu'il y a un taux de retour au sport qui est en général aux alentours de 80%. Donc c'est très important à dire aux patients, c'est pas 100%. Hein. Il y a quand même un certain nombre de patients qui ne reviennent pas au sport. Le taux de retour au sport, c'est à peu près entre 6 et 8 mois post-opératoire, selon les séries. Et ce qui est important de dire aux patients aussi, c'est que plus ils ont un niveau élevé avant l'opération, si c'est des compétiteurs, des sportifs de haut niveau, ils vont avoir tendance à bien retourner au sport, alors que les sportifs plus loisirs, sport en récréatif, ça stagne à 70% de retour au sport, donc un patient sur 3 qui ne retourne pas au sport. Est-ce que la chirurgie du conflit de hanche a un impact sur l'histoire naturelle et elle va ralentir l'évolution vers de l'arthrose? Pendant très longtemps, on ne le savait pas, mais a priori, il y a certains papiers un peu récents qui montrent que non seulement plus on corrige bien la cam, moins il y a d'évolution arthrosique. Et ce papier qui est très récent dans la JSM qui a montré sur 200 hanches avec des conflits bilatéraux à la radio, un seul côté opéré, et bien 10 ans après, ils ont remarqué qu'il y avait une diminution du risque d'évolution arthrosique au niveau du côté opéré de 42%. Donc a priori, il y aurait un effet sur l'évolution arthrosique. Donc là, on va passer sur le deuxième grand chapitre, qui est peut-être un peu moins connu, qui est l'instabilité de hanche. Donc l'instabilité de hanche, avant, on pensait que ça n'existait pas. On pensait que contrairement à l'épaule, la hanche était une articulation toujours stable et que la seule instabilité, c'était des luxations traumatiques sur des accidents de voiture, par exemple. Cependant, quand on a découvert un peu qu'on a démembré la dysplasie acétabulaire, avec des travaux de Wiberg et Tonis, on a remarqué que les dysplasies acétabulaires étaient en fait des instabilités de hanche. Et c'est pour ça qu'avec l'essor de l'arthroscopie, des ostéotomies, toute la recherche sur le terme instabilité de hanche a explosé ces dernières années. Et aujourd'hui, on a pu refiner un petit peu la définition de l'instabilité sur tous les 4 grandes pathologies qui peuvent entraîner cette instabilité, c'est-à-dire des anomalies osseuses, soit au niveau de l'acétabulum ou du col fémoral, des anomalies au niveau des parties molles, des hyperlaxités, des problèmes capsulaires et surtout des instabilités iatrogéniques, parce que quand on a commencé à faire beaucoup d'arthroscopie de hanche, les chirurgiens faisaient des capsulectomies assez importantes. Eh bien, on a eu des patients qui ont eu des luxations de hanche après arthroscopie, et donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une instabilité à cause de ça aussi. Pour comprendre le concept d'instabilité, il faut comprendre le concept de stabilité. Pour qu'une articulation soit stable, il faut que la courbure acétabulaire, à chaque mouvement, va recentrer la tête fémorale et que quand le vecteur de force va augmenter, la surface acétabulaire, la surface de contact va augmenter aussi. Si tout se passe comme ça, l'articulation est stable et la tête est bien centrée au niveau de l'acétabulum. Par contre, si vous passez d'un acétabulum qui est comme ça à comme ça, vous perdez une courbure au niveau de l'acétabulum et votre tête fémorale, elle va avoir un mouvement qui est aléatoire et imprévisible. Donc elle va entraîner une surcharge au niveau d'une zone de cartilage et de l'abrome qui est plus fine, ce qui va petit à petit entraîner à la fois des douleurs et de l'arthrose parce que ça va abîmer le cartilage, et ça va aussi entraîner des douleurs musculaires parce que les patients ils vont essayer de recentrer leur hanche en hypercontractant les fessiers, les rotateurs externes, le psoas, et donc c'est pour ça que ces patients ont des douleurs musculaires. Le diagnostic de l'instabilité de hanche, bon alors ça le plus souvent c'est des jeunes femmes, hein, c'est une pathologie plutôt féminine, qui ont des douleurs inguinales mais qui peuvent être plus diffuses autour de la hanche, douleurs trochantériennes, postérieures. Ce qui est très important, c'est qu'elles ont des douleurs à l'activité, elles ont des douleurs quand elles ont beaucoup marché pendant la journée, des douleurs en fin de journée, quand elles ont piétiné pendant longtemps. Ça oriente beaucoup plus vers une instabilité qu'un conflit de hanche. Ensuite, les symptômes du labrum, comme vous voyez ici, ça c'est une instabilité de hanche, un gros labrum très instable. Eh bien, elles ont aussi beaucoup de claquements, de craquements et de blocages. À l'inverse du conflit, les amplitudes elles sont augmentées, hein, il n'y a pas de déficit de rotation. Et après, les tests de Fadir, Faber aussi, peuvent être positifs. Hein, je vous rappelle, le Fadir, ce n'est pas un test de conflit, c'est un test juste de douleur intra-articulaire. Il y a un autre test qu'on peut faire, qui est le test de l'appréhension test, qui est ici, où on met le patient au bout de la table d'examen, on lui demande de prendre le genou contralatéral entre les bras, et on fait de l'extension rotation externe, on va chercher une sensation d'instabilité. Honnêtement, c'est très peu spécifique, moi je ne trouve pas que c'est un grand intérêt, mais étant donné qu'il n'y a pas d'autres tests, on peut quand même le faire. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le statut d'hyperlaxité constitutionnelle des patients.
des patientes, elles ont souvent des scores de Bayton qui sont supérieurs à 6. Ensuite, le diagnostic, c'est radiologique, hein, donc on va chercher un toit acétabulaire qui est plus court, qui est vertical, qui couvre moins bien la tête. Mais encore une fois, c'est sur le scanner 3D qu'on va pouvoir vraiment visualiser, une fois qu'on a l'habitude, la zone de découverture. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de dysplasies. Il n'y a pas que des dysplasies latérales, comme on pensait avant, mais il y a la classification d'Ottawa, là où j'étais fellow il y a quelques années, où en fait on avait étudié et on avait remarqué qu'il y avait différents types de dysplasie acétabulaire. Il pouvait y avoir des découvertures globales, des découvertures postérieures et des découvertures antérieures isolées. Donc le traitement de l'instabilité de hanche, à l'inverse, je pense, du conflit de hanche, je pense qu'en tout cas le traitement conservateur a beaucoup plus d'effets. Et ça a été prouvé dans la littérature. Ça, c'est l'équipe de Marc Safran qui a un peu démembré la micro-instabilité de hanche, qui avait étudié 64 patients, dont 9 athlètes de haut niveau, et qui avait remarqué qu'avec un renforcement important des muscles de la hanche et du tronc, on pouvait augmenter les scores fonctionnels au niveau de la hanche. Et surtout, il y avait 30% des patients qui finalement n'étaient pas opérés. Il y avait, excusez-moi, que 30% des patients qui étaient opérés. Donc il y a quand même 70% des patients avec ce protocole-là qui ne sont pas opérés parce que le renforcement musculaire permet de leur stabiliser la hanche. Par contre, dans les zones de dysplasie acétabulaire qui sont plus importantes, il y a des chirurgies qui peuvent paraître un petit peu lourdes, mais je vais vous expliquer que ce n'est pas si lourd que ça. Et la plus connue, donc c'est la chirurgie qu'on fait le plus, c'est l'ostéotomie périacétabulaire. L'ostéotomie périacétabulaire, c'est une chirurgie qui a été développée à la fin des années 80 par le professeur Gantz, qui était en Suisse à Berne. Mais pour la petite histoire, il était venu faire ses travaux anatomiques au fer à moulin, donc c'est juste à côté. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un de ses premiers bassins qu'il avait fait au fer à moulin, qui sont exposés devant le bureau du professeur Enracht à Cochin. Donc là, l'ostéotomie périacétabulaire, c'est en fait, elle a la particularité de conserver la continuité de la colonne postérieure ici en rouge, ce qui va permettre en fait d'avoir une grande surface de contact et d'avoir une continuité entre le haut et le bas du pelvis, ce qui permet de mieux consolider, d'avoir un appui plus rapide. Globalement, c'est une chirurgie qui se fait par une cicatrice en avant de la hanche, qui est pas si grande que ça, et on va faire petit à petit des traits de coupe autour de l'acétabulum avec des ciseaux pour rendre ce fragment acétabulaire complètement libre, comme on voit ici. Une fois que ce fragment est libre, on a juste à le mettre exactement là où on veut, et c'est là qu'elle est intéressante, parce qu'on peut corriger devant, derrière, sur le côté, exactement où on veut, à l'inverse d'autres techniques. Et ensuite, on va le fixer avec des vis. On peut faire ça avec des guides de repositionnement sur mesure. Aujourd'hui, on a des apports de technologie avec les scanners 3D qui permettent de modéliser le bassin des patientes en 3 dimensions et d'avoir des guides de repositionnement sur mesure qui marchent plutôt bien. Et là, vous voyez l'exemple d'une patiente opérée. Donc vous voyez, on voit finalement une dysplasie qu'on appelle borderline, qui n'est pas très importante. Elle a un angle de VCE qui devait être aux alentours de 20. Eh bien, c'est une dysplasie qui paraît peu importante, mais cette patiente-là, elle ne pouvait plus faire de sport, elle avait des difficultés en fin de journée quand elle marchait, et elle était très impactée. Et donc, même si cette dysplasie paraît peu importante, elle justifie, en cas d'échec de traitement médical, d'une ostéotomie qui paraît lourde, mais qui marche très bien. Aujourd'hui, elle a 1 an, cette patiente, elle a repris tous les sports, et elle n'a aucune douleur. Donc c'est une chirurgie qui marche bien, et qui paraît lourde, même si les dysplasies sont minimes. C'est une chirurgie qui a montré, donc là il y a plein de papiers, une amélioration des scores fonctionnels. L'amélioration des scores est corrélée au degré de couverture de la tête fémorale par l'acétabulum, ça c'est ce que je vous ai dit en préambule. Dans les dysplasies limites, comme on a vu chez cette patiente, il y a des études qui ont montré aussi qu'il y a des bons résultats, avec une amélioration de tous les scores fonctionnels et des bonnes survies, même si là c'est une étude qui a que 2 ans de recul. Les résultats à long terme, ils montrent quoi? Ils montrent qu'il y a 90% de survie à 10 ans, un peu comme le conflit. Les résultats de survie à 20 ans, c'est 67%. Donc par exemple, si on compare à une ostéotomie du tibia pour génuvarum, c'est beaucoup plus important, en sachant que ces patients-là qui sont dans ces études à 20 ans de recul, c'est des patients qui étaient opérés au début de la technique, où on opérait des patients qui avaient de l'arthrose. Donc probablement que dans 20 ans, on aura des résultats encore meilleurs que ça. Les facteurs de risque d'échec, c'est l'âge, le fait qu'il y ait déjà un peu de l'arthrose avant l'opération, donc on sait que ces patients-là, s'ils ont l'arthrose, il ne faut pas leur faire cette chirurgie-là, et si la correction, bien sûr, est mal faite. Alors on va parler quand même un petit peu de sport. Est-ce qu'on peut reprendre le sport après ça te fait découper le bassin? Eh bien oui, on peut. Il y a des papiers qui montrent des retours au sport importants, voire supérieurs à ceux du conflit de hanche.
90% de retour au sport, et un retour au sport qui se fait aux alentours du 6e mois post-opératoire. Il y a 30% des patients qui reprennent avant et 50% des patients qui reprennent à 6 mois. Il n'y a pas de diminution de la participation de la plupart des patients dans les sports à impact élevé et même des augmentations significatives de la fréquence et de la durée de l'intensité physique. Donc ça, c'est l'exemple d'une patiente de 46 ans qui a 6 semaines post-opératoires. C'est vous montrer qu'à 6 semaines post-opératoires, une fois que l'ostéotomie a déjà bien consolidé, en train de bien consolider en tout cas, elle marche sans béquille, sans franche douleur. Vous allez voir par une cicatrice qui est bien cicatrisée et surtout un psoas qui a complètement récupéré. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il y a des patients qui peuvent récupérer très vite. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est vu que c'est une chirurgie qui est extra-articulaire, il n'y a que l'os qui doit consolider. Une fois que l'os est consolidé, la récupération est très rapide. À l'inverse de l'arthroscopie de hanche, on pense que c'est mini-invasif, mais en fait, vu qu'on rentre dans l'articulation, les patients ils ont une phase qui est inflammatoire, qui dure très longtemps. Donc en conclusion, les douleurs de hanche chez le jeune, si j'ai un message à faire passer, c'est que c'est très fréquent. Une douleur inguinale, une douleur inguinale en fadir, c'est une douleur de hanche. Attention, c'est pas toujours un psoas, c'est pas toujours une pubalgie. Les douleurs de hanche chez le patient jeune, c'est beaucoup plus fréquent que ça. Il y a de grandes pathologies, le conflit, mais pas que. L'instabilité de hanche, c'est très fréquent, c'est sous-diagnostiqué, il faut y penser. La chirurgie, c'est globalement l'arthroscopie et l'ostéotomie périacétabulaire. Et c'est une chirurgie qui est efficace si la prise en charge est précoce. Voilà, merci de votre attention. Et si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le QR code.